Bonjour. Eh ben bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre ce soir. C'était parfait, le timing, vraiment Bon, bah, c'était super. génial. Comme ça, on a commencé par s'interroger, enfin se présenter et aussi s'interroger sur la signification de poésie. Donc j'ai partagé une vidéo peut-être que vous connaissez qui s'appelle What is a Poem. Donc c'est sur TED-Ed, je ne sais pas si vous connaissez c'est cette chaîne de vidéos qui vulgarise un petit peu l'histoire ou la Mhm. littérature, etc. Et voilà, donc on s'interrogeait sur est-ce que Tupac pourrait être considéré comme un poème. Et je voulais peut-être, tout à l'heure, comme on s'est tous présentés, peut-être ce serait à votre tour. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu, en quelques mots, qui vous êtes, ce que vous faites aujourd'hui et qu'est-ce qui vous amène ici ce soir pourquoi est-ce qu'on vous a invité d'après vous? Ok. Ben, merci déjà voilà effectivement de cette invitation. Donc moi je m'appelle Adrien Cassina. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire? Pourquoi je suis là? C'est très simple. Je viens de terminer et soutenir une thèse sur la poésie sur le web qui s'appelle La poésie du web. Et le sous-titre est toujours, les sous-titres sont toujours extrêmement importants. Ils précisent les choses. Donc, on est sur l'ethnographie des poètes ordinaires. Donc, ça dit vraiment ma façon de faire. Donc, je dépends de l'infocom, l'info, information et communication. Donc pas du tout la littérature hein, à la base, donc j'ai pas porté un regard littéraire ou un petit peu évidemment puisque quand on s'intéresse à ces matières-là, forcément la poésie c'est ce qui nous anime aussi. Mais j'ai principalement suivi des poètes et poétesses, parce que certaines s'appellent poétesses, se nomment comme ça, ou poètes au féminin qui pratiquent au quotidien la poésie sur Internet, donc sur Twitter, Facebook, sur leur blog, et puis sur des forums. Voilà, ma question c'était justement un peu comme la vôtre, quoi. Finalement, pas qu'est-ce qu'un poème, mais plutôt qu'est-ce qu'un poète actuellement avec les réseaux sociaux. Voilà. Et puis j'avais pas de réponse. Simplement, j'ai regardé des gens fabriquer au jour le jour leur activité, et puis essayer de comprendre un petit peu comment tout ça fonctionne. Voilà. C'est génial parce que justement c'était ce par quoi je voulais qu'on commence et avant de repartager la présentation PDF si j'arrive à le faire. Je crois que c'est le cas. Oui, c'est bon. Ah, j'ai réussi, je crois. Ah, je suis de plus en plus forte. J'aimerais bien. Alors, je sais pas comment je fais pour voir restaurer la présentation. Oui, voilà, parfait. C'était aussi pourquoi avoir fait, pourquoi avoir écrit ce poème. Pourquoi avoir écrit cette thèse. Pardon. Bah justement, pour pas avoir écrit un poème peut-être. Bah, non, pourquoi? Parce que c'est des choses qui m'animent depuis longtemps. Moi, je suis plutôt de formation musicale. Je suis musicologue à la base. J'ai une carrière professionnelle dans les collectivités territoriales. Je suis fonctionnaire et je travaille dans le monde de la culture. Donc je croise pas mal d'artistes, pas mal de créateurs. Et puis j'ai moi-même aussi à côté une pratique de l'écriture. Et puis quand on mélange tout ça, j'avais envie de comprendre un peu plus comment tout ça fonctionnait. Voilà. Et notamment là, en ce moment, là où j'en suis, après cette thèse, je suis beaucoup travaillé à la fois, on va dire, intellectuellement, d'un point de vue universitaire, mais aussi professionnel, par la notion des droits culturels, par exemple. Euh, Qu'est-ce que c'est les droits culturels et en écho à ce travail de thèse, qu'est-ce que ça veut dire d'être un homme et une femme en 2022 et d'écrire le soir, le matin, le midi, enfin tout le temps, sur Internet, sur Twitter, de poster des choses à des inconnus, un petit peu comme on fait ce soir, d'accepter d'être lu, d'être commenté, d'accepter d'avoir des réponses à son poème, et puis de se poser les questions. Qu'est-ce que c'est qu'un haïku? Est-ce que c'est important? Est-ce qu'on s'en fiche? Oui, c'est peut-être important, mais non. Et puis qu'est-ce que c'est qu'un livre? Parce que le web va avec le livre tout le temps, de toute façon. Voilà, ça ne remplace pas le livre. Donc le pourquoi il est là, quoi.
Oui, c'est super intéressant ce que vous disiez sur l'interrogation sur le droit, les droits culturels, justement avec le web, ce web participatif où justement on est dans du contenu généré par les utilisateurs, par les internautes, donc des user-generated content. Hein, on est clairement dans ça, aussi bien sous forme de vidéos, donc sur YouTube, que justement sur les réseaux sociaux. Euh, et du coup, à qui appartient ces textes? Selon la plateforme sur laquelle on poste. Est-ce qu'on peut se considérer comme poète aujourd'hui quand on écrit justement des textes que on considère être de la poésie sur les réseaux sociaux? Enfin, c'est assez intéressant. En toute transparence, je n'ai pas réussi à terminer de lire la thèse. Je sais que C'est j'avais dit que normal. j'allais terminer, mais mais c'était, enfin, tout ce que j'ai pu lire déjà en diagonale, en tout cas, me semblait très Ouais. intéressant et j'espère que vous pourrez rebondir sur ma présentation en complétant. Bah, du coup, je vais repartager ma présentation. Je pense que c'est bon. Il faut que je fasse partager. Hop, gérer la présentation, confirmer. Est-ce que c'est bon? C'est parfait. Donc, qui sont les poètes? Bon, bah justement, d'après vous, oui, comment est-ce qu'on peut se considérer poète aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait qu'on est poète ou qu'on ne l'est pas? Alors, moi, j'ai une réponse toute simple, mais ça m'a pris beaucoup de semaines à la Tout un construire. chapitre dans la thèse. Ouais. Ah ouais, mais en fait, on se pose souvent plein de questions. Euh, qui c'est qui est un poète? C'est quelqu'un qui dit qu'il est poète. Voilà, ça commence par ça déjà. Dire je suis poète, déjà c'est pas simple. Mais à partir du moment où quelqu'un dit bah moi je commence à me considérer comme poète, bah faut l'écouter et il faut le considérer avec sérieux. Parce que c'est une construction en fait. Une construction, alors ça peut être des représentations, on a le cercle des poètes disparus, l'image voilà qu'on a ici, effectivement, ça fait partie dans l'imaginaire des choses que l'on a, mais c'est aussi des gens, des hommes et des femmes, euh, qui sur le web vont choisir des visuels. C'est quoi un visuel pour représenter un poète? Qui vont choisir des mots. Est-ce que je me nomme hashtag poète ou est-ce que je dis petite bonne femme parce que petit bout de femme, pardon, petit bout de femme qui écrit plein de petites choses. J'ai trouvé ça et je dis bah c'est marrant pourquoi vous mettez ça parce que j'osais pas dire que j'étais poète. Mais c'est de la poésie que vous écrivez ou pas? Bah oui. Et alors? Bah peut-être qu'un jour j'oserai, mais pour le moment j'ose pas. Voilà, donc c'est tous ces gens-là, puis d'autres qui Est-ce disent que bah non, c'est en moi je suis poète. France? Est-ce que Oui. le cadre de la recherche du coup de cette interrogation était en France essentiellement, enfin la poésie numérique en France ou est-ce que c'était plutôt global? Alors j'avais ciblé 4 pays en fait francophones pour la raison toute bête, bah, déjà je les aime bien ces pays-là, donc la Suisse, la Belgique et le Québec. Puis parce que Ok. aussi quand on commence à chercher, voilà, c'est les ressources qu'on en trouve, c'est des Québécois, des Belges, des Suisses et des Français quoi. Voilà. Parce que j'ai l'impression que cette tendance à rester un peu humble, modeste par rapport à son rapport à l'écriture est très française. Je sais pas pour les pays francophones globalement, mais vraiment par contre, enfin, aux États-Unis, dire j'écris, I write, est égal I'm a writer. Enfin voilà, Mm. j'écris de la poésie, je suis un poète en fait. Et il y a vraiment, Mm. il n'y a pas de tabou, alors que en France, j'ai l'impression que cette modestie, peut-être qu'il y a une sorte de sacralisation Ah bah, de complètement, l'image oui. du Totalement, poète ouais. et voire de l'écrivain aussi. Hein. Donc Mm. le poète maudit, euh, tel décrit dans l'Albatros de Baudelaire, hein, qui prince des nuées, voilà. Donc je ne sais pas si on peut être considéré comme tel. On a une question sur Twitch de ma sœur 17e qui demande où est-ce qu'on peut lire la thèse d'Adrien, de votre thèse. Alors elle va être mise en ligne parce que c'est important que ça circule sur le site thèse.fr, donc thèse au pluriel.fr. Là, c'est dans les rouages un petit peu de l'administration universitaire française. Donc moi, j'ai donné mon accord. Donc d'ici quelques semaines, ça se retrouvera directement en ligne. Sinon, j'ai sur mon blog la poésie du web.com, il y a la synthèse, voilà, le résumé, la synthèse, et puis quelques articles qui reprennent à la fois il y a un article complet qui reprend sur la construction justement
de la présentation de poètes, comment les poètes se construisent, ou Super. construisent leur présentation, pardon. Mais voilà, sur le web, très bientôt, ça se retrouvera très bientôt. C'est Je maîtrise pas super. le délai. Moi, j'ai réussi à l'accéder grâce à François, un de nos membres, hein, qui nous l'a partagé. Donc, je pense que c'est accessible Après, assez facilement. ouais, voilà, moi, c'est libre de droit, hein, c'est la recherche française, donc il n'y a pas de C'est la souci. recherche universitaire, donc forcément Mm. facile à accéder. Sur la question de qu'est-ce qu'un poète et comment voilà, enfin comment on se conçoit comme poète. Dans votre thèse, vous parlez de poète entrepreneur. Et moi, je connais beaucoup cette notion d'artiste entrepreneur ayant fréquenté une organisme qui s'appelle la Condamine, qui donne des formations justement pour accompagner des artistes, pour leur dire mais en fait n'ayez pas honte de vous concevoir, de vous oui, de vous considérer comme entrepreneur également, parce que vous en vivez. Donc, il faut que vous soyez formé aux outils pour vendre vos œuvres, pour vous faire connaître, etc. Pareil, hein, moi, du coup, dans les ateliers d'écriture que je mène avec, du coup, il y a certains apprentis auteurs qui de plus en plus se professionnalisent ou veulent se professionnaliser. Donc, du coup, est-ce que un poète, pardon, entre guillemets, un vrai poète, est-ce que ce serait pas quelqu'un qui en vit? Oula, Euh, oula, oula, oula. alors, dans ce cas-là, il y en a pas beaucoup des vrais poètes. Il y en a, ça se compte même pas sur les doigts d'une seule main en France. Donc c'est pour ça que alors la question, c'est intéressant, elle est rigolote. Parce Elle que n'est du pas coup, opérante. dans votre thèse, vous parlez il y a un moment où il y a cette expression qui sort. C'est pour ça, en fait, c'était juste pour Oui, oui, revenir. oui. C'est super intéressant. Donc non, il n'y a pas déjà, il y a pas de vrais poètes. Déjà, pour moi, il y a des poètes. Bon, ok. Ensuite, la question du salaire, du salariat. Je dis, il y en a très très peu parce que et ça va aussi pour les auteurs hein, en littérature. Il n'y a pas de vrai statut en France, donc c'est extrêmement compliqué. Il n'y a pas d'intermittence de l'écriture, par exemple, ou du spectacle, comme on peut avoir de. Donc il n'y a pas de filet économique, social qui aide à la création littéraire et Si, poétique en si, si, France. si, si, Je crois Et qu'il y a une main levée, Antoine. oui, 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 vous m'entendez? Oui. oui, Il existe des situations particulières où on peut se le permettre, effectivement, en touchant un revenu, certes de substitution, mais qui laisse une marge de liberté pour pouvoir produire en liberté et publier également. oui. Je pense notamment à des situations comme des personnes handicapées qui sont pensionnées, mais qui n'ont pas seulement que des inaptitudes, mais également des îlots d'aptitudes et qui savent se métamorphoser ontologiquement dans leur domaine d'excellence, notamment la poésie. Voilà. Oui. Ah, mais tout à fait d'accord avec vous, mais vous l'avez dit vous-même, il faut un revenu à un moment donné qui libère du temps. Voilà. Donc Et et il y pour en le a, il y en moment, a, voilà, il y en il y a. en a, mais qui ne sont pas immédiatement dédiés. Je sais pas, le ministère de la Culture ou le Ah Centre non, national du livre. Voilà, va pas même la Société des gens de lettres, etc. Bon, bref. non, Et puis c'est alors pas par du rapport à tout. l'entrepreneuriat. Par rapport à l'entrepreneuriat et le poète entrepreneur, c'était pour moi aussi un peu un clin d'œil parce que on associe pas souvent finalement la poésie, que vous l'avez dit, c'est un peu éthéré ou c'est assez sacralisé, à l'entrepreneuriat tel qu'on peut l'entendre, le monde de l'entreprise ou voilà, des choses très liées à la fois à la gestion d'argent, la gestion de produits que l'on vend. Moi, j'ai voulu le mettre en avant j'ai voulu la mettre en avant parce que déjà c'est venu dans la bouche de ces poètes au bout d'un moment se considèrent comme des entrepreneurs dans leur travail d'édition et de publication en tout cas d'ouvrages, en se Et du disant coup, on trouve pas forcément. d'auto-publication, c'est ça, Ouais, c'est ça. très On intéressant. trouve pas de solution, pas forcément de solution. C'est pas une question à la fois de qualité d'ouvrage, etc. Mais voilà, ils ont pas rencontré à un moment donné d'éditeurs ou ils ont pas souhaité. Donc ils ont voilà, peu importe. Et puis il y a de nouvelles solutions maintenant qui existent aussi sur le web, qui sont une sorte d'imprimeurs augmentés. Voilà, ce sont des imprimeurs à la base qui font de l'impression à la demande et qui ont accompagné ça de tout un tas de services
de mise en page, de correction, d'illustration, et qui permet à tout à chacun de réaliser un livre. Ça peut être de la poésie, ça peut être un livre sur sa propre histoire familiale qu'on va faire en 10 exemplaires pour donner à ses proches. Et puis ça peut être aussi des romans. Vous citez l'exemple d'un auteur suisse qui, pour le coup, en vivait puisque il avait trouvé un certain succès, son public. Et donc voilà, ces personnes poètes que j'ai pu rencontrer prennent en charge donc l'écriture des poèmes, vont ensuite mettre en page, vont l'illustrer, vont constituer la couverture, vont choisir le grammage du papier, vont référencer leur livre et ensuite vont le payer, l'imprimer et vont le vendre sur en faire la promotion dans des salons, etc. Donc ils sont vraiment sur un exercice d'entrepreneuriat poétique. Voilà. Et ben justement, enfin il y a des questions qui sont posées là dans notre chat privé. Ça va servir de transition. En fait, bon moi je me fais l'avocat du diable, hein, je fais vraiment l'animatrice, je pose les questions, mais je conçois également que effectivement on n'est pas forcément poète. Enfin on n'est pas forcé de gagner un salaire pour se considérer poète ou pour l'être aussi. Hein. C'est juste justement une interrogation. Enfin, et puis l'idée de faire parler, de faire débattre et de réfléchir. Avant de s'interroger sur les pratiques numériques de ces poètes, je pensais juste à une personne qui participait à nos ateliers aussi, qui est dans la même veine que ce que vous décrivez, justement à auto-éditer, donc à imprimer ses textes, il les a fait corriger avant en amont, les a fait relire, et après aller les vendre en faisant du porte-à-porte ou en vendant auprès de sa communauté, auprès de gens, justement à mettre sur des sites de crowdfunding, donc de financement participatif, et on voit qu'il y a toute cette tendance justement à essayer de juste de s'exprimer et de publier en ligne ou autrement. Donc du coup, pour justement parler d'écriture numérique, je passe à ma slide suivante. Ça fait vraiment ça suit très bien. Est-ce que ça se voit donc gérer la présentation, confirmer. Je vais devenir une voilà, très bien. Donc qu'est-ce que c'est que la poésie numérique? Donc déjà, le numérique, voilà. Moi, je me base sur les recherches d'une ancienne collègue, Armelle Stablo, et d'une autre collègue aussi, Joanne Thibaudier, qui avait réfléchi en médiathèque à Créteil sur la poésie justement numérique. Donc du coup, je les remercie pour ce support de base. Mais justement, il y a les mots poésie générative, poésie combinatoire, haïku numérique, tout ça qui ressortait. Donc on va vraiment s'interroger sur, on va faire un peu un historique de la poésie numérique et vous pourrez rebondir sur peut-être des ressources ou d'autres initiatives que vous connaissez, Adrien. Du coup, on va remonter à très loin, on va aller en 1959 avec cet autopoème de Theo Lutz, donc qui est un ingénieur allemand, qui était un ingénieur allemand et qui a mené l'une des premières expériences de poésie informatique. Vous pourrez trouver dans la présentation là le lien, donc qui peut être mis sur le chat d'ailleurs, sur Twitch. Donc en fait, il s'est amusé. Parce qu'on va vraiment dire que je pense qu'il s'est amusé. Et c'est vraiment de là que commence toute expérimentation. Je pense un peu de expérimentation littéraire créative en tout cas. C'est du coup s'amuser à insérer les 100 premiers mots du roman Le Château de Kafka. Donc le château de Kafka qui est en fait l'histoire d'un homme à qui on confie la mission de se rendre à un endroit. Et en fait, c'est totalement absurde. On lui dit qu'en fait, il faut qu'il aille à gauche, à droite. C'est un peu... voilà. Et en fait, il va se servir de ces premiers mots pour les glisser dans une base de données et pour générer des phrases simples qui sont grammaticalement correctes et qui forment finalement un texte, un nouveau texte, et qui pourrait être considéré comme de l'auto-poésie. Je ne sais pas si vous connaissiez Adrien. Mais non, j'avais découvert ça avec vos éléments, mais pas forcément. Alors je vais continuer aussi. Il y avait une autre chose qu'on avait vue. Donc là on bondit de quelques
quelques années après avec Raymond Queneau, donc auteur connu de l'Oulipo. Donc l'Oulipo qui est, je vais le mettre parce que je le connais pas par cœur, l'ouvroir littéraire. Ouvreur de littérature potentielle, voilà, qui est un groupe finalement d'écrivains passionnés, enfin d'artistes passionnés qui ont cherché à s'amuser avec les mots, à réinventer la littérature et surtout la poésie. Et du coup, là, Raymond Queneau a écrit une œuvre qui s'appelle 100 000 milliards de poèmes, où en fait il s'est amusé à combiner, enfin faire des donc c'est de la poésie combinatoire, hein, finalement. Il a écrit plusieurs vers. Et après, en fait, il est possible de changer l'ordre, de faire disparaître certains vers, et après, ça génère plein de poèmes, donc a priori 100 000 milliards de poèmes. Et du coup, quelques années plus tard, l'Alamo, donc l'atelier de littérature assisté par la mathématique et les ordinateurs, en 1982, s'est emparé de ces 100 000 milliards de poèmes pour créer un générateur automatique de texte, en fait, qui est disponible du coup dans le lien là qui pourrait être mis sur le chat également. Il y a d'autres initiatives dans le même genre à l'international. Donc il y a Teno à Milan, Cetic à Porto, Infolipo à Genève. On avance dans l'histoire pour arriver à Twitter et tout. Hein, c'est pour ça que j'accélère un petit peu. Est-ce que vous savez, enfin du coup, est-ce que vous pouvez expliquer, peut-être, je ne sais pas si vous parlez dans votre thèse des cadavres exquis. Le fait de créer ensemble, moi c'est un peu ce qu'on est en train de faire en ce moment là, ce que nos participants sont en train de faire avec le Ranga. Adrien, est-ce que vous mentionnez le cadavre exquis dans votre thèse? Alors, peu, parce qu'en fait, j'ai dans mon panel de poètes que j'ai observé, certains se revendiquent de l'Oulipo. Je pense à Lucien Suel notamment, et donc connaissent toutes les techniques aussi surréalistes. Il y en a plusieurs, voilà, qui sont beaucoup nourris là-dedans. Donc tout ce qui est cadavre exquis, tout ce qui est générateur de texte aussi. Alors pour le côté un peu numérique, technologique, on va dire, ou automatisé, voilà, automatisé. Mais la plupart l'ont testé au démarrage. C'était un peu ça qui les intéressait. C'était la machine qui allait. Et puis très vite, ils ont arrêté en fait, parce que c'est super sympa. Ils adorent, c'est rigolo, mais au bout d'un moment, voilà, ils ont envie d'écrire, quoi. Ils ont envie d'écrire, ils ont envie de se servir de la machine, non pas simplement comme un générateur de poèmes, mais comme un moyen d'être en contact avec d'autres. Et c'est ça qu'ils recherchent en fait. Donc oui, on en a entendu parler, mais c'était pas central, quoi. En tout cas, dans les poètes que j'ai rencontrés. Mais en tout cas, il y a des poètes donc qui continuent, enfin qui sont dans cette vague, dans ce courant de l'Oulipo, qui écrivent de manière numérique dans ceux que vous avez interrogés. Ouais, enfin, il y en a un certain nombre qui y sont passés, voilà, qui ont fait ça, mais très franchement, ceux que j'ai vus, ils ont arrêté en fait. Ouais. Ils ont arrêté parce que ils sont allés sur d'autres plateformes, sur par exemple Twitter, et puis ils se sont dit bah c'est encore plus puissant parce que j'arrive à écrire, et puis ce que les autres internautes ou poètes me renvoient, c'est finalement et après il y a des jeux. Alors oui, il y a des jeux sur les forums par exemple. Okay. Il y a des jeux qui se rapprochent des cadavres exquis, mais qui ne sont pas nommés comme ça. C'est des jeux d'écriture à plusieurs, à deux, ou de questions-réponses, etc., où chacun met un bout de phrase, c'est ce qu'on fait là, exactement. Mais c'est pas nommé comme ça. Voilà. C'est pas nommé comme ça. Donc comme des jeux littéraires d'écriture. Et c'est sur des forums. C'est des forums quoi de quoi en fait? C'est des forums littéraires, c'est des forums de discussion, c'est des forums de quel genre? Alors c'est annoncés comme des forums littéraires, voire de poésie, mais après c'est parfois tellement vaste qu'on peut écrire des poèmes, on peut écrire des nouvelles, on peut écrire des histoires drôles. Enfin, il y a tout un tas de voilà. Et puis parfois il y a des milliers de personnes qui sont connectées au fil des ans, qui postent des messages, et ça devient des forums, bah oui, forcément d'échanges. Donc il y a de la socialisation, et les jeux, les concours, les jeux servent à ça, c'est-à-dire servent à mettre en contact les gens qui se connaissent pas forcément,
qui écrivent parfois, ils savent pas comment ils écrivent parce qu'ils se connaissent pas. Et donc du coup, c'est les animateurs de ces forums-là, pour eux, c'est important vraiment de créer ces petits jeux et ces concours qui marchent aussi très fort, pour que les uns et les autres viennent un peu se confronter. Comme ils disent, peu importe la force en écriture des uns et des autres. J'aime bien ce terme-là, la force en écriture. On parle pas de qualité, on Force parle son de écriture, c'est intéressant. ouais de fort. Et j'ai trouvé ça super bien. C'était très spontané, voilà. Et certains sont à l'aise, certains ne le sont pas, certains ont plein de, Mmh. on va avoir des lectures, des références, voilà, des habitudes, puis d'autres qui n'en ont pas, qui débutent. Et donc le fait de les mélanger dans ces jeux, ça permet aussi de discuter et puis de, pourquoi pas, des fois de progresser, d'apprendre des choses, quoi. Donc, Moi, ce que je retiens dans la notion de... Pardon. Oui. Ensemble, du coup. C'est bizarre parce qu'en fait, je m'entends en écho. Pardon. C'est normal. Je sais pas pourquoi. Hop. Voilà, c'est bon. On entend quelques interrogations. C'est normal. Parce que du coup, comme je suis passée sur Twitch pour pouvoir vous partager les liens, du coup, je m'entendais moi-même. C'est bon. Alors, je vais juste Théo Lutz. Voilà. Oui, donc ce que je retiens, c'est cette envie de jouer, mais ensemble, ou de d'écrire ensemble. Donc, il y a une vraie envie de finalement d'écrire à plusieurs et grâce finalement aux médias sociaux. Souvent, on parle de réseaux sociaux, mais en fait, on est au-delà. On est dans les médias sociaux et un forum de discussion. C'est une plateforme où il y a des interactions et où les participants, enfin où les internautes s'expriment à plusieurs. Avant de parler justement du web 2.0, on va dire. Je voulais juste continuer à montrer quelques exemples finalement d'expérimentation poétique numérique. Donc là, j'ai mis un générateur de poèmes à cadavériser. Euh, donc c'est assez rigolo. Je vais essayer de les mettre sur Twitch au fur et à mesure. Hein. J'essaie j'arrive pas à me dédoubler. Un générateur en ligne, donc le pipotron.com, c'est assez rigolo. Justement, c'est un générateur de poésie. Et on a aussi cette initiative de Jean-Pierre Balp, qui est un auteur, qui s'appelle les contre-haïkus. Je crois que c'est assez rigolo avec ce qu'on est en train de faire en ce moment. Donc c'est un générateur de haïkus en fait, hein, tout simplement, mais ils appellent ça des contre-haïkus. Et là, on se rapproche un peu plus. 1985, du coup, poésie sur Minitel. Donc, c'est Eduardo Cac qui a écrit. Donc, c'est un artiste brésilien qui s'intéressait à l'art et en utilisant les appareils de communication, dont le Minitel. Donc, là, c'est Réabracadabra. Je vous partagerai tout ça dans le chat. J'accélère un peu parce qu'on est 21h et on est censé retrouver nos amis participants, mais c'est pas grave. Hein, ils vont prendre leur temps et ils vont nous laisser le temps de terminer aussi. Donc j'ai aussi mis des initiatives qui sont en ligne, donc 10 poèmes en 4 dimensions de Xavier Malbray, Sound Poems de Jörg Piringer, qui est son site officiel. Hein. Du coup en fait c'est des poèmes, on les entend. Hein. Et Emote poème de Peter Howard. Je vous avertis, ça date des années 2000. Ça fait un peu mal aux yeux, mais c'est intéressant. Il faut vraiment se dire que c'est intéressant. Mais c'est des initiatives qui sont en solitaire, enfin, voilà, qui sont pas. Enfin, on voit qu'on est juste avant l'avènement des réseaux sociaux. Et voilà cette belle transition avec cette slide sur les réseaux sociaux. Donc du coup, on a parlé de forum et de cette envie d'échanger entre poètes, n'est-ce pas, Adrien? Et qu'est-ce que vous avez pu, enfin les poètes que vous avez rencontrés, enfin que vous avez interrogés en ligne, quelles sont les formes de poésie numérique qu'ils écrivent en ligne et sur quelle plateforme? oui. Alors, moi j'ai observé donc Twitter, Facebook et puis leurs blogs. Alors ça peut être sur WordPress, Blogger, etc. Pour faire assez schématique, sur des blogs personnels, on a forcément plus de place. Donc les poètes écrivaient parfois des poèmes très longs, voire très très longs. Ah oui, Ouais. malgré le format réseau social? Oui, Ça veut oui, dire oui, quoi oui. long?
Ah bah long, il faut scroller un peu hein, pour. Ah oui, j'aime bien. Il faut scroller un Voilà. peu. Mais ils le disent eux-mêmes, c'est-à-dire que ils sont un peu, voilà, généralement ils n'ont pas qu'un blog, donc ils vont sur Twitter, ils savent très bien. Donc à l'époque quand j'ai observé, on était sur 140 caractères, donc maintenant on a doublé, mais malgré tout c'est pas beaucoup, hein, donc Oui, on est à euh, 280 maintenant. Ouais. Et ça reste, oui, ça voilà. reste limité. Ah, ça reste super court. Sur Facebook, alors ils mettaient quelques poèmes, mais c'était surtout de l'actualité finalement. Voilà ce que je vais faire une lecture, etc. Après, on a j'ai pas mal observé aussi des revues en ligne qui sont soit diffusées en format PDF, par exemple, via des emails, soit Des sortes de sur fanzines. des blogs. Oui, oui, c'est ça, c'est un peu ça, c'est de la même énergie en tout cas, en termes d'implication, et puis c'est des textes qui peuvent être plutôt courts parce qu'il y a beaucoup de postulants, beaucoup de demandes pour être dedans, donc les places sont, il n'y a pas énormément de places. Et puis sur Twitter, ce qui est intéressant, moi je me suis un peu intéressé longuement sur Twitter, enfin voilà, 240 280 caractères, mais il y a plein d'astuces, on va le dire comme ça, pour en faire plus. Par exemple, le tweet d'image. C'est-à-dire que on écrit son texte sur Word, voilà, il l'écrivait sur Word, et puis il faisait une capture d'écran, et cette capture d'écran, il la mettait en image dans un tweet. Et du coup, le tweet, il avait une image, mais avec un texte qui pouvait faire 500 caractères. Donc, Qui vient l'accompagner, qui vient l'illustrer, c'est ça? c'est le texte. C'est le texte en fait. C'est-à-dire ils font une photographie du texte et le mettent dans un tweet, ce qui Ah leur permet oui, d'écrire beaucoup plus oui, long. oui, je le vois. Mm, mm. C'est un peu comme, enfin moi je suis très Instagram. Comme sur Euh, Instagram. Comme sur Sur Instagram. Instagram, voilà, Il y en a enfin, on plein. est dans la culture de l'image, donc C'est ça. forcément, Ouais. on est plus à faire des photos de texte. Je sais que je suis la poétesse Rupi Kaur, donc Oui. poétesse américaine mais d'origine indienne, il me semble que c'est ça, qui dessine et enfin des traits très simples, voilà, mais et à côté qui met ses textes sur Ouais. Instagram directement du coup qui s'est fait connaître hein, donc elle se considère comme Insta poète d'ailleurs et après qui a été édité, je sais plus chez quelle maison d'édition. C'est pas moi qui ai mon livre Homebody, le dernier, c'est chez un de mes meilleurs amis. Mais voilà. Et il y a aussi Amour solitaire, donc l'autrice Morgane Hortin, qui justement, est-ce que c'est de la poésie ou pas? Moi, j'estime que c'est de la poésie, mais en gros, c'est des correspondances sur Messenger qui sont capturées, donc c'est des captures d'écran, même si elle les retouche, hein, voilà. Et les échanges, c'est des échanges entre personnes qui s'aiment, et on suit une vraie histoire, et c'est très poétique justement. Donc c'est assez intéressant cette numérisation, cette photographie du texte. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, vous avez analysé Instagram et aussi Twitter, du coup. Ouais, Twitter. Et puis alors, euh, ils essayent tout en fait. Voilà, ils Mhm. essayent tous les réseaux avant de s'arrêter sur l'un parce que ça l'intéresse, enfin, ça les intéresse. J'en ai même certains qui allaient sur LinkedIn. Alors LinkedIn qui est quand même un réseau social plus professionnel quand même pour où on va se Ah, présenter, voilà. Ouais, alors mhm. ils y allaient pas forcément pour écrire énormément, mais en tout cas pour se présenter comme poète et dire je vends des livres, Mhm. retrouvez-moi sur etc etc. Et ils mettaient peut-être une strophe ou un bout de poème, enfin voilà. Donc ils essayent même sur Pinterest. En termes de, il y en a une qui était sur En Pinterest parce visuel. qu'elle faisait énormément, voilà, exactement, elle faisait énormément de visuels, d'images, et c'était avant que Instagram soit vraiment là. Donc elle avait trouvé ça et elle m'avait dit, bah, j'ai plein de gens qui adorent ce que je fais sur Pinterest. Donc ouais, et voilà, donc je continue parce qu'il y a des gens qui aiment me retrouver là-dessus, quoi. Donc Et là, j'ai François dans le chat qui cite Lucas, donc Lucas aussi qui est sur le chat, qui parle de poésie conceptuelle en utilisant les glitches par exemple ou les défauts du numérique qui ont eux-mêmes leur propre poésie. Avez-vous pu observer cela, Adrien? alors Les glitches. Ah, je connais pas. non, parce que je les ai pas, enfin je les ai évacués en fait, parce que c'était pas. Donc oui, bien sûr, ça existe. D'autres chercheurs travaillent dessus, sur notamment à la Sorbonne. Enfin, il y a un laboratoire qui est très là-dessus, sur la poétisation des réseaux sociaux. Euh, mais moi, c'est pas ce que j'ai forcément observé, parce que je voulais voir justement les gens
voilà, des hommes et des femmes qui fabriquaient leur poésie au quotidien. Et donc, voilà, ça c'était, on est plutôt du côté, là pour le coup, soit de l'art plastique, donc l'art contemporain. Il y a beaucoup d'artistes plastiques qui s'intéressent à ça. Voilà, on citait tout à l'heure Jean-Pierre Balp, vous en parliez, hein, et c'est intéressant parce que moi Jean-Pierre Balp, c'est le démarrage de ma réflexion, et c'est le démarrage de ma thèse en fait, en me disant, Oui. lui c'est un précurseur en fait, vraiment de la poésie numérique. Et il y a de ça 15 ans, il s'interrogeait en disant mais on en est où, qu'est-ce qui se passe, il se passe plus rien, parce qu'il s'interrogeait lui sur la poésie et la technologie, et ses fameux défauts, ou ses générateurs, l'intelligence artificielle, etc. Et moi j'avais le sentiment et l'intuition qu'il y avait plein de choses, mais pas là, pas sur cette notion de génération automatique. Et effectivement, il y a plein de choses parce qu'il y a des hommes et des femmes qui font de la poésie comme ils peuvent, comme ils ont envie, comme il a la bidouille finalement, souvent c'est de la bidouille. Et ces réseaux sociaux permettent cette bidouille-là, permettent de se dire poète, de se vivre comme ça. Alors pareil sur le haïku, c'est passionnant parce que moi je partais au démarrage avec mes petites connaissances, on va dire, scolaires du haïku. Et au final, ce qu'ils en font sur le web, j'écoutais en arrivant là des discussions sur le nombre de pieds. Est-ce qu'il y en a 17? Est-ce que c'est 5, 5, 7? Est-ce qu'il y a 3 lignes? Est-ce qu'on parle de contemplation? Est-ce qu'on parle de la nature? Quand on regarde ce que font les poètes, on peut dire que oui, puis on peut dire que non aussi. Puis après on en conclut que c'est pas grave au final. C'est absolument pas grave parce que tout ce qui s'est passé pendant ce temps-là, c'est quand même de la poésie entre personnes, quoi. Et ben, en parlant de poésie entre personnes, je pense que ça va être le moment de montrer de faire revenir nos participants